Bonjour, nous continuons donc l'introduction du module communication moderne. Donc, on continue dans la partie chaîne de transmission d'un système de communication. Donc là, on va voir les différentes bandes de communication hertzienne, c'est-à-dire dans le domaine de la radio. Donc, les bandes de fréquence commencent de 3 kHz jusqu'à 300 GHz et elles sont découpées en bandes, donc allant par décade, donc de la bande VLF, LF, MF, HF, VHF jusqu'à EHF. Donc si on prend la bande VLF, ça veut dire c'est Very Low Frequency, donc c'est des fréquences très basses. Elles sont utilisées donc dans le cadre de la navigation, ou bien du sonar, ou bien dans les systèmes de localisation de position. La bande LF, donc basse fréquence, elles sont utilisées dans les secours de navigation, dans la diffusion radio et dans le cas de la météo, lorsqu'on utilise la navigation aérienne, c'est-à-dire dans les avions. Donc ils reçoivent tous les éléments de météo donc, par cette bande-là. Puis on a la bande moyenne fréquence. Donc la bande moyenne fréquence, généralement, elle est utilisée en radiodiffusion et on les appelle les ondes moyennes AM. Puis on a la fréquence HF, donc toujours en radiodiffusion, mais c'est des ondes courtes, SW. En VHF, on utilise donc là aussi toujours pour la radiodiffusion, donc c'est des ondes ultra courtes. On l'utilise pour la FM, on l'utilise aussi pour les radiocommunications mobiles, donc les premiers systèmes donc, ont utilisé cette bande-là, et on l'utilise pour le trafic aérien, pour le contrôle du trafic aérien. Puis on a donc la partie hyperfréquence. Donc cette partie hyperfréquence, donc elle démarre des bandes UHF jusqu'à les bandes EHF, donc extrêmement haute fréquence. La bande UHF, elle est utilisée en télédiffusion, donc pour des bandes de 1, 3, 4 et 5. Elle est aussi utilisée donc, dans la télédiffusion, le radar, le satellite, la radionavigation, la radioastronomie, la téléphonie cellulaire et bien sûr les fours micro-ondes. Puis on a la bande SHF, donc qui déborde un peu sur l'UHF et l'EHF. Là, on utilise les faisceaux hertziens, donc tout ce qui est transmission des signaux multiplexés dans le cadre de la téléphonie et bien sûr de la télévision. On l'utilise aussi pour la télédiffusion. Donc la télédiffusion, c'est pour émettre des signaux de télévision qui seront reçus au niveau des domiciles des personnes. On l'utilise aussi pour les radars, le satellite, la radionavigation, la radioastronomie et la téléphonie cellulaire. Donc tout ce qui est 2G, 3G, 4G et 5G. Donc on a maintenant à voir quelles sont les différentes applications. Donc généralement de la bande VLF jusqu'à peu près SHF, donc tout ce qui concerne la radio et la télédiffusion. Les systèmes de communication commencent à partir de la bande LF jusqu'à la bande EHF. Les radars sont utilisés surtout dans les bandes d'hyperfréquence, donc à partir de UHF jusqu'à EHF. Si on revient au système de communication globale, donc on est arrivé au segment RF de réception, puis on passe à la démodulation numérique, qui est à l'inverse de la modulation numérique. On essaie donc de récupérer le signal qui est ici en vert et en rouge à partir d'un signal haute fréquence.
À la réception, donc toujours on essaie de faire la réception. Donc, le filtrage de réception permet de minimiser l'influence du bruit. Ce filtrage-là aussi, donc, il réduit la bande passante du signal. Et en fin de compte, on fait les opérations inverses, donc, de décodage de canal, de conversion analogique, plutôt numérique analogique, CNA. Là, on a fait le codage de source. Ici, on fait l'inverse, le décodage de source, pour rendre le signal sous sa forme originelle. Et ce signal sous sa forme originelle, donc vous remarquez qu'il y a une petite différence. Et ce signal-là sera transmis au destinataire. Donc maintenant, on va voir les critères d'évaluation de la qualité d'une transmission numérique. Qu'est-ce qu'on appelle une qualité d'une transmission numérique? En émission, on a des éléments binaires qui sont transmis et sous forme de signal, on a une tension plus 5 volts ou bien moins 5 volts, donc ça dépend du code qui est utilisé. Ce signal, lorsqu'il est transmis à travers un canal de propagation, il va subir l'effet du canal et bien sûr, il va aussi subir des distorsions et des bruits. À la réception, le signal sera sous la forme suivante. Donc vous voyez qu'il n'a plus la forme rectangulaire qu'il avait à l'émission. Ceci est dû au fait que le canal a changé la forme du signal et en plus, il y a eu du bruit qui s'est ajouté ainsi que des distorsions. En général, on prend un niveau intermédiaire entre le maximum et le minimum, c'est ce qu'on appelle le seuil à 0. Et ce seuil-là nous permet de décider si c'est un 1 ou un 0. Donc si le signal est positif, c'est un 1. S'il est négatif, c'est un 0. Et ça dépend par certains moments où il se trouve. Donc ici, si on regarde, on avait un 1. Donc, le signal est sous forme d'un 1. Ici, à ce niveau-là, donc on a fait la décision, il est positif, donc on le prend pour un 1. Ici aussi, il est positif, on le prend pour un 1. Et ici, donc ici, c'est les instants de décision. C'est là où on décide est-ce que c'est un 1 ou c'est un 0. Et comme vous voyez, si on compare l'émission à la réception, on a un changement d'un bit. C'est ce qu'on appelle une erreur binaire. Donc, la qualité d'une transmission numérique dépend de ce qu'on appelle le taux d'erreur binaire. Ça veut dire le nombre d'éléments binaires qui ont été changés. Le taux d'erreur binaire, par définition, c'est le nombre de bits reçus erronés sur le nombre de bits transmis, donc c'est le nombre total de bits transmis. Donc vous voyez, on prend les bits qui ont été erronés, donc qui sont là où il y a eu erreur, sur le nombre de bits total transmis. Ces critères sont mesurés en laboratoire. Ils permettent donc de qualifier un appareil ou une liaison. Donc en général, il permet de qualifier un appareil. Pour la liaison, c'est un peu plus compliqué, donc on va utiliser ce qu'on appelle le taux d'erreur binaire, qui est une estimation de probabilité d'erreur. Parce que ici, vous voyez le signal, on ne sait pas quelle est sa forme. C'est une forme qui est aléatoire. À un certain moment, il peut être un 1 ou il peut être un 0, alors qu'en émission, donc, il était l'inverse. Donc cette probabilité d'erreur, elle va s'exprimer sous cette forme-là. Donc la probabilité d'erreur totale, c'est la probabilité qu'on a eu un 1, parce qu'on ne sait pas si c'était un 1 qui a été transmis ou un 0. Donc on va considérer la probabilité qu'un 1 a été transmis, multiplié par la probabilité qu'un 0 a été reçu lorsque un 1 a été transmis. Plus la probabilité qu'un 0 a été transmis. C'est la probabilité d'occurrence de 0, qui sera multipliée par la probabilité qu'un 1
a été reçu alors qu'on avait transmis un 0. Cette probabilité, elle est fonction du rapport S sur N. S étant le signal, la puissance du signal, et N, c'est tous les bruits qui se sont ajoutés au signal. Si le rapport S sur N, il diminue, ça veut dire que si N augmente, le rapport S sur N, il diminue. Donc si le bruit augmente, la qualité S sur N, elle va diminuer. Si la qualité, elle diminue, alors la probabilité d'erreur, elle va augmenter. Donc le 1 sur 1, c'est la puissance du signal sur la puissance du bruit. Donc c'est la définition du rapport 1 sur n. Et donc ce rapport 1 sur n, c'est lui qui permet de déterminer la probabilité d'erreur sur les signaux transmis. Quel est le TEB si la puissance transmise en émission, c'est 10-6, sachant que 10 puissance 7 bits ont été transmis. Donc on doit chercher le TEB, donc c'est le nombre de bits reçus, qui sont faux, sur le nombre de bits transmis. Donc on a 10 puissance 7 bits qui ont été transmis, on va les mettre au niveau du dénominateur. Et la probabilité ici, c'est que je vais avoir une erreur. Donc PE est égal à 10-6, ça veut dire que j'ai une erreur sur 1 million de bits. Donc sur 1 million de bits, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer ce. Donc j'ai ici 1 million sur 1 bit, et le nombre de bits transmis, c'est donc 10 puissance moins 6. Si on continue la notion de qualité d'une transmission numérique, la liaison est dite indisponible si pendant 10 secondes consécutives, le taux d'erreur est supérieur à 10.3. Donc une erreur au plus sur 1000 bits. Donc 10 puissance moins 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une erreur sur 1000 bits transmis. Donc si ça dépasse cette valeur-là, on parle d'indisponibilité de la liaison. Ça veut dire que la liaison est sont presque coupées. En inverse, la liaison est disponible si pendant 10 secondes consécutives, le taux d'erreur est inférieur à 10-3. Donc on aura moins d'une erreur sur 1000 bits, soit donc un taux de 10-4, 10-6, 10-8 et ainsi de suite. Comment évaluer la qualité de transmission? Pour évaluer la qualité de transmission, on doit prendre un intervalle de temps d'observation. Cet intervalle de temps d'observation, on va l'appeler S-tot, donc il contient, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 mois ou une année d'observation. Ce surnombre total d'intervalle d'observation, on va donc continuer, on va compter le nombre d'intervalles d'une seconde pendant lequel la liaison est indisponible. Et puis on calcule le nombre d'intervalles d'une seconde pendant la liaison et pendant laquelle la liaison est indisponible. Donc, vous voyez, on va prendre le nombre total de secondes dans l'intervalle d'observation et on va prendre les 10 secondes par 10 secondes et on voit quel est le taux d'erreur. Donc, si le taux d'erreur est inférieur à 10-3, la liaison est disponible. Sinon, elle est indisponible. Donc, généralement, le temps total, c'est le nombre de secondes disponibles plus le nombre de secondes indisponibles. Donc, on obtient le nombre de secondes de disponibilité, c'est le nombre total de secondes ou bien d'observation, moins les différents intervalles de temps de 10 secondes pendant lesquels la liaison est déclarée indisponible. Et en calculant en même temps, à partir de S disponible, on va calculer le nombre de minutes de disponibilité. Bien sûr, on doit diviser seulement par 60. Donc, c'est sur ces secondes de disponibilité, S disponible, on va compter le nombre d'intervalles d'une seconde qui contiennent plus de 64 erreurs. Ces secondes sont appelées
les secondes gravement entachées d'erreur. Donc pourquoi on utilise la notion de 64 erreurs? Donc la notion de 64 erreurs, ça provient de quoi? Ça provient du nombre d'erreurs qui interviennent sur une seconde. De l'autre côté, on va prendre dans les secondes de disponibilité, on va voir le nombre d'intervalles d'une seconde qui contiennent au moins une erreur. C'est ce qu'on appelle les secondes avec erreur. Vous voyez la différence entre deux. Ici, j'ai plus de 64 erreurs. Ici, j'ai au moins une erreur. Donc, en termes de qualité, ici, la qualité est mauvaise. Donc, c'est ce qu'on appelle les secondes gravement entachées d'erreur. Et ici, c'est les secondes avec erreur. Donc, on va enlever toutes ces secondes, toutes ces SGE, on va les enlever de S disponible. Donc, les secondes qui sont, c'est les secondes de disponibilité. Et puis, on va regrouper toutes ces séquences, donc tous ces intervalles d'une seconde, on va les regrouper par groupe de, par paquet de 60. Et on va compter le nombre de paquets qui contiennent au plus 4 erreurs. Ce sont les secondes, donc ce sont plutôt les minutes dégradées. Donc ça, c'est, disons, l'explication, comment on fait pour pouvoir observer les différentes paramètres qui permettent de décrire est-ce qu'on a des secondes gravement entachées d'erreur, des secondes avec erreur et les minutes qui sont dégradées. Contraintes imposées au spectre des signaux. Donc les contraintes imposées au spectre des signaux, donc dans le cas de la transmission en bande de base, on va voir quels sont les problèmes à prendre en considération. Première chose, c'est la limitation de la bande passant du support vers les basses fréquences. Donc là, on ne parle plus de signal, mais on parle du support. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le support a tendance à éliminer les basses fréquences à cause des transformateurs qui sont sur la ligne. Donc, si j'ai un signal qu'on représente dans le domaine fréquentiel, vous voyez que ici, le signal est coupé. Donc, il n'y a pas de fréquence basse. Plus important encore, c'est qu'il y a une absence de la composante continue des signaux. La composante continue du signal, comme vous le savez bien, lorsqu'on passe à travers des transformateurs, un signal continu ne passe pas. Seul un signal alternatif, il passe. Donc, on doit faire des illusions vis-à-vis des alimentations. Donc, si on regarde la DSP d'un signal NRZ, elle est donnée par cette relation, elle a une forme sous la courbe a une forme sous cette forme-là. Donc la première cloche ici de la courbe contient à peu près 90% de l'énergie. Donc c'est le premier lot. Problème à prendre en compte toujours dans le cas de la transmission en bande de base. À la réception, il faut pouvoir reconstituer l'horloge, et ceci quelle que soit la fréquence des données transmises. Ce qui se passe au niveau de la transmission, il y a atténuation du signal, il y a la distorsion d'amplitude et donc on ajoute un bruit impulsif qui déforme le signal. Deuxième chose, à la réception, on doit détecter les erreurs. Donc comment faire? On utilise un transcodeur pour modifier le spectre du signal pour l'adapter aux contraintes du support de transmission. Donc ces problèmes, pour pouvoir les résoudre, on a besoin d'utiliser donc un transcodeur pour modifier le spectre du signal et l'adapter donc au contraire du support de transmission. Si on utilise une transmission sur fréquence porteuse, on doit respecter les règles d'optimisation de l'utilisation du spectre
surtout dans le cas où on doit partager un canal de transmission pour plusieurs utilisateurs. Conséquence, on doit réduire ce qu'on appelle l'encombrement spectral à partir en utilisant les méthodes taxées ou bien en utilisant les modulations. Si on regarde quelle est la densité spectrale de puissance des codes, donc les codes qui sont transmis en ligne ont chacun un spectre, ou bien ce qu'on appelle une densité spectrale de puissance. Donc si je considère que le signal transmis est un signal binaire, il va avoir une courbe sous cette forme-là. C'est généralement des courbes gaussiennes. Et vous remarquez ici le point 2F0, c'est la fréquence d'horloge. Le code de Manchester, si on utilise, il va avoir un lobe principal qui va aller jusqu'à 3F0, qui est aussi la fréquence horloge. Si j'utilise un code de Miller, donc on va avoir une courbe qui est sous forme en rouge. Et là aussi, donc, la fréquence horloge elle est exactement comme celle du signal binaire.